Bonjour Emmanuelle Wargon. Bonjour Nicolas Béton. Vous étiez hier sur les pentes du Mont Blanc avec le chef de l'État pour parler écologie. On dit que c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron a appris les rumeurs qui concernaient Benjamin Griveaux et ses problèmes de sextape, comme on dit. Il a réagi devant vous ? Écoutez, ce n'était pas du tout l'objet de ce déplacement et de cette rencontre. Et je ne ferai pas de commentaires sur Benjamin Griveaux. En revanche, c'était important que le président se mobilise sur les sujets écologiques une journée entière avec des scientifiques pour la protection du Mont Blanc. Une journée entière à l'air plus pur que dans la campagne parisienne, ça ne fait aucun doute. Vous étiez donc avec Emmanuel Macron qui était sur la mer de glace, comme il y avait été avant lui Ségolène Royal, Manuel Valls, Nicolas Hulot, bien sûr. C'est pas un peu gadget ? D'abord, c'est rare les présidents de la République qui y vont. Deuxièmement, le point de départ de ce déplacement, c'était une interpellation du maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peyex, sur la protection du sommet du Mont Blanc. Sur la surfréquentation. Voilà, sur la surfréquentation, sur le fait un peu poubelle d'un certain nombre de gens. Voilà, qui qu'on a des comportements totalement irresponsables en matière de sécurité, en matière d'environnement. Et ça fait 3 mois que j'ai travaillé avec les élus, mais aussi les guides, les gardiens de refuge, pour proposer au président de la République une solution de protection du sommet. Le président ne va pas partout où il est interpellé. Est-ce que ça ne fait pas un peu gadget ? En fait, quand le président ne parle pas d'écologie et n'en fait pas, on dit ce président ne s'y intéresse pas. Quand il y va et qu'il traite des sujets écologiques, on dit c'est gadget. Donc voilà, il est motivé par ce sujet. Il a pris la mesure des enjeux et on est en train de déployer un programme d'action. Qui n'imprime pas complètement. C'est étrange, mais on a l'impression que les Français, en tout cas c'est ce qu'on voit au travers des différentes enquêtes d'opinion, ne créditent pas pour l'instant le gouvernement et Emmanuel Macron d'une action positive et forte sur l'écologie. Emmanuel Macron, il y a quelques jours, en recevant les députés, a dit qu'il voulait, d'ici quelques mois, prendre des mesures simples, voire simplistes, pour marquer l'opinion. Vous en cherchez, dans le domaine de l'écologie, des mesures simples ? En fait, l'écologie, c'est à la fois une transformation très profonde de système et effectivement quelques mesures qui permettent de montrer qu'on avance à intervalles réguliers. La transformation profonde, on l'a engagée sur l'aménagement du territoire et la ville, sur les transports, sur la rénovation des bâtiments, sur l'agriculture, sur l'eau, etc. Après, les mesures fortes, on a besoin d'avoir des mesures régulières. C'est pour ça qu'on ferme Fessenheim. Le premier réacteur est fermé à la 22 février. Voilà, à la fin de la semaine prochaine. Les centrales à charbon seront fermées d'ici à 2022. D'ailleurs, on a des chiffres des émissions de carbone de l'électricité qui sont tombés hier. Ça baisse significativement, moins 6% l'année dernière. Jamais EDF n'a produit aussi vert. Exactement. On a arrêté Europa City, on a arrêté Montagne d'Or. Mais ça ne se voit pas tout ça. Est-ce qu'il faut des mesures ? Je pense que ça finira par se voir. Est-ce qu'il faut des mesures du quotidien ? Parce que, très bien, on voit bien que vous changez par endroits des mesures structurelles. Est-ce que dans la vie des vrais gens, il va se passer des choses ? Il y a des mesures du quotidien. Des choses avec la taxe carbone, ça n'a pas été très heureux. Il y a des mesures du quotidien dans la loi anti-gaspillage, la suppression d'un certain nombre de plastiques à usage unique dès l'année prochaine. Il y a des mesures du quotidien pour les fonctionnaires d'État. C'est quand même assez significatif. 20 mesures qu'on a présentées. Ne pas prendre l'avion quand on est à moins de 4 heures de train. Ne pas prendre l'avion, aller vers des véhicules plus verts, rénover les locaux, arrêter le plastique à usage unique dans les administrations, aller vers plus de bio et plus de circuits courts dans les cantines. Il y a des mesures dans les cantines scolaires. L'éducation nationale est en train de changer avec les éco-délégués. Ça, c'est du quotidien dans tous les collèges et dans tous les lycées. Ça a évidemment un impact sur les familles. Donc en fait, on fait les deux, les mesures de structure, les mesures du quotidien. Ça ne se voit peut-être pas encore assez, on n'en parle peut-être pas encore assez, mais ça va produire des effets. Jean-Bernard Lévy, ce matin, dans Le Figaro, dit qu'il n'y a pas de neutralité carbone sans nucléaire. Il a raison. La question est posée. Elle a été posée d'ailleurs à EDF, savoir si on peut avoir un scénario électrique 100% renouvelable, si on peut aussi avoir des scénarios... Le patron d'EDF répond plutôt non, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de neutralité carbone sans nucléaire. Ce qui me paraît important, c'est qu'il le démontre. C'est-à-dire, moi j'entends sa réponse. Mais je pense que ça va un peu plus loin comme débat que juste avoir une réponse par oui ou par non. La question qui a été posée, c'est de faire des scénarios. Donc on attend qu'EDF mette sur la table quelque chose d'un peu plus argumenté sur qu'est-ce qu'il est possible de faire en matière d'électricité après 2035. Vous savez qu'on s'est donné comme cible 50% de nucléaire dans l'électricité en 2035, 72% aujourd'hui. Oui. Après, on verra si on peut prolonger la courbe avec encore moins de nucléaire. Ce sont des options très lourdes. Jusqu'à zéro ? Moi, j'attends les scénarios pour savoir ce que ça veut dire, possible, pas possible.
Pourquoi pas aller vers du 100% renouvelable si on en est capable, que le patron d'EDF dise « ça ne me paraît pas possible, c'est une indication », mais voilà, ça se démontre. La fermeture de Fessenheim n'est ni nécessaire techniquement, ni demandée par EDF, dit le patron d'EDF, c'est un choix politique. Alors EDF ne fait pas la politique énergétique du gouvernement non plus. C'est un choix politique et écologique. On ferme Fessenheim parce qu'on ne peut pas dépendre autant du nucléaire qu'on dépend aujourd'hui, parce que c'est aussi un engagement dans l'amitié franco-allemande. Parce qu'on ne peut pas, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires. On a un projet important à Bure, qui est un projet d'enfouissement, qui pose beaucoup de questions. Tous les États du monde se posent la même question de savoir quoi faire des déchets radioactifs. Beaucoup d'États construisent des centrales nucléaires. Beaucoup d'États construisent des centrales nucléaires, mais beaucoup d'États se demandent aussi quoi faire des déchets. Personne n'a la solution sur les déchets. Ce sont des déchets qu'on va laisser aux générations futures, des générations futures. Là, on parle de siècles, voire de millénaires. Donc, c'est une question importante qu'on ne peut pas évacuer comme ça d'un revers de main. Et puis ensuite, c'est une seule technologie et on a besoin de diversifier un peu notre mix technologique. Donc, on ne peut pas dépendre, et d'ailleurs on doit être le seul État du monde à avoir autant de nucléaire dans la production électrique. À ce stade, notre objectif c'est 50%. 50%. Jean-Bernard Lévy demande lui aussi la construction de 6 nouveaux EPR, l'autorisation de lancer cette construction, ok? Pareil, c'est une décision de fond qui va avec le scénario de long terme. On a dit, Elisabeth Borne l'a redit, que cette décision ne serait pas prise avant l'entrée en service de Flamanville. Donc je vous rappelle qu'elle est quand même très fortement repoussée décalée. En permanence parce que problème technique. Vous avez annoncé et vous mettez en œuvre la fin des centrales charbon, 4 centrales charbon d'ici 2022. Que deviennent les emplois? C'est une question difficile. Quand ce sont des salariés d'EDF, c'est EDF qui les reclasse. Quand ce sont des salariés du privé, on travaille avec l'entreprise privée concernée sur des plans de reclassement et surtout sur la création d'activités nouvelles. En Moselle, c'est assez bien avancé avec un projet de territoire. Sur le même site ou à proximité. En Moselle, on est à côté d'une plateforme pétrochimique sur laquelle il y a des possibilités. Et il y a des projets d'investissement pas très loin. Il y a un engagement de zéro suppression d'emplois? Il y a une volonté de 100% de reclassement. Engagement de zéro suppression d'emplois, ce n'est pas possible à ce stade. En tout cas, reclassement et donc retrouver une opportunité industrielle pour ces salariés. Emmanuel Macron, qui était sur les pentes du Mont Blanc hier avec vous, dîne ce soir à Munich avec les représentants des Verts allemands de cet État, de ce Land. Est-ce que c'est possible en France de voir le chef de l'État dîner avec des Verts? Est-ce que ce qui s'est passé en Autriche, une alliance entre les Verts et la droite, est possible en France? Ça dépend beaucoup de la posture des Verts, qui est en fait dans une posture complètement négative. Moi, quand j'entends Julien Bayou dire « on n'a absolument rien fait », dire par exemple Julien Bayou, c'est le secrétaire national on a augmenté la chasse à la tourterelle alors qu'en fait il se trouve qu'on a appliqué des quotas pour la première fois cette année et réduit par 3 le volume. Je me dis qu'on ne peut pas discuter avec des gens qui ne sont pas prêts à... Avec les Verts français, ça dépend. On a des sensibilités différentes, mais en tout cas, les représentants du parti Europe Écologie Les Verts sont dans la critique permanente et on a envie de leur dire « mais qu'est-ce que vous avez fait dans la période précédente quand vous étiez au gouvernement ?» Ils y étaient avec parfois des pieds de plomb. Vous avez obtenu un prix brillant cette année. Vous êtes révélation politique de l'année dans le Trombinoscope. Et dans le mot politique, il y a souvent le mot élection. Eh bien non, vous n'allez pas aux élections municipales. Vous aviez la tentation d'aller à Saint-Mandé, en région parisienne, dans le Val-de-Marne, et vous n'irez pas. Pourquoi? Je n'irai pas aux municipales parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas le scrutin pour moi. Nous avons une très bonne candidate à Saint-Mandé que je vais soutenir, qui s'appelle Léna Etner, pour être maire de Saint-Mandé. Moi, je vais plutôt me démultiplier dans le Val-de-Marne pour soutenir tous nos candidats dans le Val-de-Marne et me poser des questions plutôt pour les élections d'après, départementales par exemple. Départementales, voire plus. Départementales, par exemple, à ce stade. L'avenir le dira. Merci Emmanuelle Vargon. Merci à vous.